dans l'immense salle funéraire. Le silence était si lourd que personne n'osait respirer. J'étais là, debout près de la tombe de ma mère, le cœur lourd de chagrin. Pourtant une étrange sérénité m'envahissait tandis que je me préparais à affronter celle qui avait tout détruit. Cette année s'était écoulée depuis que Valéria, ma propre sœur, m'avait arraché Lucien, mon fiancé millionnaire, l'homme que je croyais être mon avenir tout entier. Je ne les avais pas revus depuis ce jour funeste. Mais quand ils entrèrent enfin, Valéria arborant un énorme diamant avec son sourire arrogant habituel, elle ignorait complètement qui l'attendait. Et croyez-moi, l'expression sur son visage lorsqu'elle découvrit qui j'avais épousé valait tout l'or du monde. Ma mère avait toujours été le centre de notre famille, le lien qui nous unissait tous. Dans notre petite maison en périphérie de Boston, elle nous avait transmis les valeurs de force et de dignité. Notre lien était particulier et ne cessait de se renforcer au fil des années. Même après avoir emménagé dans mon propre appartement au centre de Boston et commencé ma carrière de directrice marketing. Je l'appelais presque chaque jour. Elle était ma confidente, ma conseillère et ma plus grande supportrice. Lorsque maman fut diagnostiquée d'un cancer du pancréas au stade 4 il y a 8 mois, mon univers s'effondra complètement. Malgré tous les traitements, nous savions que le temps était compté. Pourtant ma mère affronta tout avec une grâce remarquable. Plus préoccupée par nous que par sa propre souffrance. Ces dernières semaines se déroulèrent paisiblement. Entourée des siens dans la maison où elle nous avait élevés. Elle partit en tenant ma main, me promettant que je trouverais la sérénité dans ma vie. 6 années plus tôt, à 31 ans, ma vie semblait parfaite sur le papier. J'avais une carrière, des amis et un bel appartement. Mais il manquait quelque chose. Je travaillais 62 heures par semaine et sortais occasionnellement. Mais rien de sérieux ne se produisait. Puis, grâce à mon ami d'université Alina, je rencontrai Lucien Beaumont lors d'un gala de charité. Lucien était charmant, engageant, avec un sourire éclatant et une confiance qui emplissait toute la pièce. À 37 ans, il était devenu un millionnaire autodidacte dans le numérique. Le genre d'histoire que les magazines adoraient. Notre connexion fut instantanée. Nous partagions l'amour de l'art, des voyages et des ambitions élevées. Après notre premier rendez-vous dans un restaurant luxueux surplombant l'eau, j'appelais ma mère toute excitée. Maman, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Notre romance s'envola. Week-end à Martha's Vineyard, concerts symphoniques et dîners exclusifs devinrent notre routine. Lucien était attentionné et généreux, m'offrant sans cesse de beaux cadeaux et organisant des sorties élaborées. Après 16 mois, il me demanda en mariage avec une bague de 6 carats lors d'un dîner privé sur un yacht dans le port de Boston. J'acceptai sans hésiter. Mes parents furent ravis, surtout ma mère. Elle commença aussitôt à imaginer le mariage idéal. Lucien avait les moyens de réaliser tous les rêves et maman insista pour ne rien retenir. Puis il y avait ma jeune sœur Valéria. Nous n'avions que 2 ans d'écart. Pourtant notre relation avait toujours été complexe. En grandissant, nous étions proches mais une compétition sourde existait toujours. Si j'avais quelque chose, elle le voulait, des jouets aux amis en passant par l'attention. Si je réussissais quelque chose, elle devait égaler ou surpasser. Maman essayait toujours de maintenir la paix en nous accordant du temps individuel. Malgré notre histoire, je choisis Valéria comme demoiselle d'honneur. Maman disait que cela nous rapprocherait et je voulais croire qu'en adulte nous avions dépassé les jalousies juvéniles. Quand je présentai Valéria à Lucien lors d'un repas familial, elle le couvrit de compliments. Je la vis caresser son bras en souriant à ses plaisanteries. Mais je mis cela sur le compte de son charme habituel. Nous organisâmes notre fête de fiançailles dans la maison coloniale de mes parents. Valéria aida maman pour les décorations, suspendant des guirlandes lumineuses et arrangeant des fleurs. Toute la soirée, je la surpris à fixer Lucien de l'autre côté de la pièce. Quand nos regards se croisaient, elle souriait rapidement et levait son verre vers moi. Plus tard ce soir-là, alors que les invités partaient, maman m'approcha dans la cuisine. « Élise, ma chérie », dit-elle en rangeant les amuse-bouches restants. J'ai remarqué que Valéria semble très attirée par Lucien. Elle est juste amicale, maman, répondis-je en lavant les flûtes à champagne. De plus, elle sort avec ce représentant pharmaceutique. Édouard, maman hocha la tête mais ne parut pas convaincue. Sois prudente, ma chérie, tu sais comment ta sœur peut être quand elle voit quelque chose qui lui plaît. Je l'embrassai sur la joue en l'assurant que tout allait bien. Nous sommes adultes maintenant, maman, Valéria est heureuse pour moi. J'en suis certaine. Oh, comme je me trompais, terriblement et douloureusement trompée. 3 mois avant le mariage, je commençais à remarquer de petits changements chez Lucien. Il travaillait plus tard, répondait à des messages à des heures inhabituelles, toujours avec l'excuse de clients internationaux. Nos soirées du vendredi étaient régulièrement annulées pour des réunions d'urgence. Quand nous étions ensemble, il semblait distrait, vérifiant sans cesse son téléphone et m'accordant seulement une attention partielle. Plus troublant encore, il commença à critiquer des aspects de moi qu'il avait autrefois admirés. Mon rire était soudain trop fort en public. Ma robe bleue préférée, qu'il avait toujours aimée, me faisait maintenant paraître terne. Même mon habitude de lire avant de dormir, qu'il trouvait autrefois charmante, devenait gênante à cause de la lumière. Pendant ce temps, Valéria appelait plus fréquemment,
posant toujours des questions sur les détails du mariage. Je veux juste que tout soit parfait pour ma grande sœur, disait-elle, même si maman s'occupait de la plupart des organisations. Valéria proposa même d'aider pour les rendez-vous avec les prestataires que je ne pouvais pas honorer à cause du travail. Lucien et moi dînions dans un restaurant italien chic un jeudi soir. Il évitait presque mon regard et répondait à mes histoires de travail par des monosyllabes. Quand son téléphone sonna pour la 5e fois, j'atteignis ma limite. Y a-t-il quelque chose de plus important ailleurs ? Demandai-je en essayant de garder un ton agréable malgré mon irritation croissante. Désolé, juste des affaires de travail, dit-il en posant son téléphone face contre la table. Tu sais comment c'est avant le lancement d'un produit. Plus tard dans la semaine, en faisant la lessive, je détectai un parfum étrange sur le col de Lucien. Il était floral et lourd, différent de mon parfum léger. Confronté, Lucien expliqua qu'il avait passé la journée en réunion avec une investisseuse potentielle, Wendy Mills, qui portait un parfum puissant et l'avait embrassé pour lui dire au revoir. L'explication semblait plausible, je voulais le croire. Le lendemain matin, je racontais mes inquiétudes à mon amie Alina autour d'un café. Chaque relation devient tendue avant le mariage, me dit Alina en remuant son cappuccino. Parker et moi nous disputions constamment le mois avant notre mariage. Et nous sommes mariés depuis 5 ans. Mais le nœud dans mon ventre refusait de se desserrer. Maman vit mon malaise lors de notre repas hebdomadaire. Tu sembles distraite, ma chérie, murmura-t-elle en me prenant la main par-dessus la table. Stress du mariage ou autre chose ? Je forçai un sourire, juste la fin des préparatifs. Tout va bien. Mais tout n'allait pas bien. Je redoublais d'efforts, pensant peut-être que j'avais pris Lucien pour acquis. J'organisais une journée spa, achetais de la lingerie neuve et préparais ses plats préférés. Plus je m'efforçais, plus il devenait distant. Puis vint le rendez-vous pour la dégustation du gâteau que Lucien attendait depuis des semaines. Ce matin-là, il appela pour dire qu'il avait une réunion imprévue avec des investisseurs. Valéria peut t'accompagner, dit-il, elle connaît mes préférences de toute façon. Je me sentis mal après avoir raccroché. Comment ma sœur connaissait-elle mieux les préférences de gâteau de mon fiancé que moi ? Néanmoins, j'acceptais qu'elle m'accompagne. Le lendemain, en nettoyant la voiture de Lucien avant un dîner, je trouvai une boucle d'oreille coincée entre le siège passager et la console centrale. Une boucle d'argent pendante avec un petit saphir. Je la reconnus immédiatement. C'était celle de Valéria. Ma sœur l'avait portée à ma fête de fiançailles. Un cadeau de notre grand-mère. Quand je montrai la boucle d'oreille à Lucien ce soir-là, son expression resta parfaitement calme. Oh, ta sœur a dû la perdre quand je l'ai déposée à la fleuriste la semaine dernière. Dit-il d'une voix rauque. Elle a mentionné avoir perdu une boucle. Tu ne m'as jamais dit que tu avais conduit Valéria à la fleuriste. Répondis-je à peine plus haut qu'un murmure. Vraiment ? Cela a dû m'échapper. Ce n'était pas important. Quand je contactais Valéria, sa version correspondait exactement à la sienne. Trop parfaite. Oh, Dieu merci, je l'ai cherchée partout. Lucien a été assez gentil pour m'emmener car ma voiture était au garage. Cette nuit-là, je ne pus dormir, l'esprit en ébullition. Avaient-ils préparé leur histoire ? Étais-je paranoïaque ? Mon poids commença à chuter à cause du stress et des cernes apparurent sous mes yeux. Je commençais à voir un thérapeute sans en parler à Lucien. 3 semaines avant le mariage, Lucien suggéra de reporter. Je m'inquiète pour toi, Élise. Tu n'es plus toi-même ces derniers temps. Peut-être allons-nous trop vite. Je m'effondrais, le suppliant de me dire ce qui n'allait pas, ce que j'avais fait et comment je pouvais arranger les choses. Il m'étreignit et m'assura que tout allait bien. Mais ses yeux étaient vides. Cette nuit-là, je me réveillais à 3 heures du matin pour découvrir que son côté du lit était vide. Depuis le couloir, j'entendis ses murmures depuis la chambre d'amis. Pas maintenant, elle va nous entendre, je sais, bientôt, je te le promets. Le lendemain, je décidai de surprendre Lucien avec un déjeuner à son bureau. Mon père, Ravière, appela pendant que je quittais mon appartement. Élise, tu manges correctement ? Ta mère dit que tu as perdu trop de poids. Nous sommes inquiets. Je vais bien, papa, juste le trac avant le mariage. Je lui apporte justement son déjeuner maintenant. Tant mieux, ce garçon a intérêt à traiter ma fille comme une reine. Le gardien de l'immeuble de Lucien me reconnut et me fit passer avec un sourire. Dans l'ascenseur vers le 12e étage, j'examinais mon reflet en essayant d'effacer les rides d'inquiétude entre mes sourcils. Mon sac contenait le sandwich préféré de Lucien de la charcuterie près de mon travail. Quand j'arrivai à l'accueil, la secrétaire de Lucien, Muriel, leva les yeux de son ordinateur, les yeux écarquillés de surprise. Élise, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. Son regard glissa vers la porte fermée du bureau de Lucien puis revint vers moi. Lucien est en réunion en ce moment. Ce n'est pas grave, répondis-je en levant le sac. J'ai juste apporté son déjeuner. Je peux attendre. Muriel bloqua immédiatement mon chemin. En fait, il a demandé spécifiquement à ne pas être dérangé. Peut-être puis-je lui dire que vous êtes là. Quelque chose dans son attitude nerveuse éveilla mes soupçons. Est-il seul là-dedans ? Muriel ? Son hésitation révéla tout. Avant qu'elle ne réagisse, je passai devant elle et ouvris la porte du bureau de Lucien.
Je n'oublierai jamais cette scène. Lucien était appuyé contre son bureau, les mains sur la taille de ma sœur, ses bras autour de son cou, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné. Ni l'un ni l'autre ne me remarqua d'abord, me laissant plusieurs secondes agonisantes pour absorber chaque détail. La jupe de Valéria remontait. La familiarité de leur étreinte parlait de nombreuses rencontres précédentes. Quand la porte se referma derrière moi, ils se séparèrent brusquement, 3 visages figés dans une scène d'horreur. « Élise », répondit immédiatement Lucien en ajustant sa cravate. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Valéria n'essaya même pas un mensonge aussi flagrant. Au lieu de cela, elle releva le menton avec défi. Nous ne l'avions pas prévu. Cela est simplement arrivé. La vague qui me submergea fut inattendue. Depuis combien de temps? Lucien regarda Valéria puis moi. Élise, parlons-en en privé. Depuis combien de temps? Ma voix resta ferme. Depuis des mois, dit Valéria. Depuis la fête de fiançailles. Des mois, presque la moitié de nos fiançailles. Pendant que je choisissais les invitations de mariage et les arrangements floraux. Il m'avait trahi. Lucien se plaça derrière son bureau, s'éloignant physiquement comme pour une réunion d'affaires. Je ne voulais pas que cela arrive. Élise, parfois les sentiments changent. J'allais te le dire après. Après quoi? Après le mariage? Après notre lune de miel? Répondis-je, la voix montant. Il essayait de trouver le bon moment. Sa voix avait cette douceur étudiée qu'il utilisait dans les réunions difficiles avec les clients. Le sac de déjeuner tomba de ma main. Je vous faisais confiance à tous les deux. Valéria eut la grâce d'avoir l'air embarrassée. Cela est simplement arrivé. Élise, nous avons essayé de lutter. Ne m'appelle pas Élise. Le surnom d'enfance semblait une autre offense et rien n'arrive simplement. Pendant 5 mois, vous avez fait des choix. Chaque appel secret, chaque mensonge, chaque fois que vous me regardiez dans les yeux en sachant ce que vous faisiez. Lucien appuya sur le bouton de l'interphone. Muriel, veuillez entrer. Muriel entra quelques instants plus tard, évitant soigneusement mon regard. Veuillez raccompagner Élise, elle est bouleversée. Je me raccompagne moi-même, répondis-je, ma fierté intacte mais dévastée à l'intérieur. Vous vous méritez l'un l'autre. Dans l'ascenseur, les larmes coulèrent enfin, le temps d'arriver à ma voiture. Je pouvais à peine respirer à travers les sanglots. Le trajet du retour fut flou. Je me souviens seulement avoir appelé ma mère depuis mon appartement, recroquevillée sur le sol de la salle de bain, incapable de former des phrases cohérentes à cause des pleurs. Mes parents arrivèrent en moins d'1 heure, utilisant leur clé d'urgence quand je ne pus ouvrir la porte. Mère me tint pendant que je leur racontais tout tandis que père faisait les 100 pas dans le salon. Le visage rouge à chaque détail. Je vais le détruire, murmura-t-il, la main sur le cœur. Ravière, t'attention, le réprimanda mère, son propre visage tout aussi furieux. Les jours suivants furent un brouillard de douleur. Mère m'aida à contacter les prestataires pour annuler les arrangements du mariage tandis que père gérait les aspects financiers. Quand je rendis la bague de fiançailles à l'appartement de Lucien et la laissai au portier. Je ne supportais pas de le voir. Valéria avait déjà emménagé. La plupart de ses affaires étaient là avec des photos de famille sur les étagères qui avaient autrefois contenu les miennes. L'email de Lucien sur la répartition de nos biens communs était froidement efficace. Disant que Valéria l'avait aidé à cataloguer mes affaires restantes. La trahison allait plus loin que je ne le pensais. Par des amis communs, je découvris qu'ils se rencontraient secrètement chaque fois que je travaillais tard ou voyageais pour affaires. Valéria l'avait délibérément poursuivi, trouvant des excuses pour lui rendre visite seule et envoyant des messages et des photos quand je n'étais pas là. Le scandale se répandit rapidement dans nos cercles sociaux. Certains amis me soutinrent, d'autres soutinrent Lucien, soulignant son pouvoir dans le monde des affaires. Plusieurs personnes dirent avoir vu Lucien et Valéria flirter mais avaient choisi de ne pas intervenir. Leur lâcheté faisait presque aussi mal que la trahison. Durant ces mois sombres, ma mère devint mon pilier. Elle me préparait à manger quand je ne pouvais pas, écoutait mes rages de larmes et restait la nuit quand la solitude devenait insupportable. Elle essayait régulièrement de médier entre Valéria et moi, nous invitant toutes deux aux dîners familiaux qui se terminaient inévitablement par un silence tendu ou des disputes amères. Valéria craqua lors d'un de ces dîners quand je refusais de lui passer le sel. Tu as toujours tout eu en premier. Élise, les notes, le travail, l'appartement. Pour une fois, j'ai eu quelque chose avant toi. Mon fiancé n'était pas un trophée à gagner, dis-je, la voix brisée. C'était l'homme que j'aimais et en qui je faisais confiance. Mère posa sa fourchette. Valéria Marie, excuse-toi auprès de ta sœur immédiatement. Pourquoi? Pour avoir été honnête. Lucien m'a choisi. Il m'aime maintenant. Je me levai, une serviette posée sur mon assiette. Je ne peux plus faire ça. Maman, je suis désolée. Ce fut le dernier dîner familial auquel j'assistais avec Valéria. Le stress de la querelle de ses filles aggrava les problèmes cardiaques de père, nécessitant des ajustements de médicaments et d'autres rendez-vous chez le médecin. Mère vieillit en quelques mois, les rides autour de ses yeux se creusant tandis qu'elle s'efforçait désespérément de garder sa famille unie. 6 mois après avoir découvert la tromperie de Lucien et Valéria, j'atteignis le fond. Ma thérapeute diagnostiqua une dépression et suggéra un traitement médicamenteux.
Le travail empirait car je peinais à me concentrer et je perdis finalement un gros client après une présentation catastrophique où j'éclatais en sanglots. Mon supérieur suggéra un congé. Mais je savais que rester à Boston, où les souvenirs guettaient à chaque coin, ne ferait qu'empirer ma douleur. Quand un poste de directrice marketing s'ouvrit à notre branche de Chicago, je postulai immédiatement. L'entretien se passa plutôt bien. Mon besoin de changement passant peut-être pour de l'enthousiasme. 2 semaines plus tard, j'obtins l'offre. Ma mère m'aida à faire mes valises, enveloppant soigneusement photos et souvenirs dans du papier de soie. En triant mes affaires, décidant quoi garder et quoi donner, elle aborda le sujet qui planait entre nous. « Penses-tu un jour pardonner à Valeria ?» demanda-t-elle en scellant une boîte avec du ruban adhésif. Je continuais à plier des pulls sans lever les yeux. « Je ne sais pas, maman, pas maintenant, peut-être jamais. Le pardon n'est pas parce qu'il le mérite. » expliqua-t-elle doucement. « C'est pour te libérer toi-même. » Je me libère. Je déménage à Chicago. Mère s'assit à côté de moi sur le lit et prit mes mains dans les siennes. Fuir n'est pas la même chose que guérir. Ma chérie. Les larmes emplirent mes yeux. J'ai besoin d'espace pour même commencer à guérir. Peux-tu comprendre cela ? Elle hocha la tête et me serra dans une étreinte serrée. Promets-moi que tu appelleras. Promets-moi que tu ne nous excluras pas complètement. Je promets. Dire au revoir à mes parents fut plus difficile que je ne le pensais. Père me tint plus longtemps que d'habitude. La voix rauque et émue. Montre-leur, ma grande. Construis une vie si belle qu'ils s'étoufferont de regrets. Mes premières semaines à Chicago furent solitaires et remplies de doutes. Mon petit appartement semblait stérile et étranger. Je travaillais de longues heures pour éviter de rentrer dans des pièces vides. Mangeant des plats à emporter à mon bureau et m'endormant épuisé chaque nuit. Puis vint la nouvelle qui enfonça le couteau plus profondément. Mère appela un dimanche matin. La voix hésitante. « Élise, je pense que tu devrais l'apprendre de moi plutôt que des réseaux sociaux. Valéria et Lucien se sont mariés hier. » Les relations professionnelles de Lucien assurèrent une couverture pour la petite cérémonie civile. Publiée dans les pages société du magazine de Boston. La photo jointe les montrait rayonnant devant le tribunal. Valéria dans une simple robe blanche avec ma ancienne bague de fiançailles fièrement visible à son doigt. Cette nuit-là fut mon point le plus bas. Je bus une bouteille entière de vin seul. Parcourus de vieilles photos de Lucien et moi et pleurai jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés. J'appelais malade au travail le lendemain. Incapable d'affronter le monde. Mais quelque chose changea durant ces heures solitaires. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les stores. Je pris une décision. Ce serait le dernier jour où je les laisserais contrôler mon bonheur. J'effaçai toutes les photos de Lucien de mon téléphone. Bloquai à la fois lui et Valéria sur les réseaux sociaux et pris une longue douche. Imaginant ma douleur s'écouler avec l'eau. Au travail, je me recentrai sur mes projets. Mon employeur remarqua le changement et m'assigna de plus gros clients. Je me bâtis une réputation d'inventivité et de persévérance, gagnant le respect dans mon nouveau lieu de travail. Marisol, notre directrice des ressources humaines, fut ma première véritable amie à Chicago et m'introduisit dans son club de lecture. Grâce à elle, je rencontrai d'autres femmes et formai progressivement un cercle social. Marisol essaya à plusieurs reprises de m'arranger des rendez-vous. Mais je refusais chaque fois. L'idée d'une vulnérabilité romantique m'effrayait encore. 4 mois après mon déménagement à Chicago, je fus assignée pour représenter notre entreprise à une conférence technologique à San Francisco. Le deuxième soir, j'assistais à un dîner d'affaires avec des clients potentiels où je m'assis à côté de Raphaël Moreau, un investisseur et entrepreneur technologique qui avait récemment quitté Seattle. Raphaël différait de Lucien en tout point. Il était subtil et honnête, tandis que Lucien avait été flamboyant et charmeur. Son assurance tranquille et ses questions stimulantes attiraient les gens sans exiger l'attention. Quand il parla de son travail, son enthousiasme était palpable mais jamais vantard. Il me demanda ma carte après le dîner et je la lui donnai sans attente. À ma surprise, il m'envoya un email le lendemain matin et me demanda si je voulais continuer notre discussion sur les tendances du marketing numérique autour d'un café. Au cours des 3 mois suivants, Raphaël et moi maintenîmes une communication professionnelle. Il m'envoya des clients et je le mis en relation avec mes contacts professionnels à Chicago. Marisol remarqua nos déjeuners d'affaires réguliers et haussa les sourcils. Il t'apprécie, Élise, expliqua-t-elle, et pas seulement professionnellement. Nous sommes juste des collègues, dis-je. Les collègues ne se regardent pas comme ils te regardent. Raphaël m'invita finalement à dîner dans un endroit sans rapport avec le travail. Je paniquais et faillis annuler 2 fois avant de me forcer à y aller. Je fis une crise de panique complète 20 minutes après notre rendez-vous pendant que nous parlions de nos livres préférés. Mes mains tremblaient, la respiration devint difficile et les larmes emplirent mes yeux. Au lieu d'être embarrassé ou contrarié, Raphaël resta avec moi et parla doucement jusqu'à ce que ma respiration revienne à la normale. Il me raccompagna chez moi sans pression ni question. Le lendemain, des fleurs arrivèrent à mon bureau avec une note disant « Pas de pression. Pas d'attente, j'espère que tu te sens mieux. Raphaël. » Ce soir-là, je l'appelais et lui racontais tout sur Lucien et Valéria. Il écouta sans m'interrompre,
Puis raconta sa propre histoire de chagrin d'une précédente mariage qui s'était terminée quand sa femme l'avait quitté pour son associé, prenant la moitié de leur entreprise commune dans le divorce. La confiance brisée laisse des cicatrices, remarqua-t-il. Quiconque vaut ton temps comprendra que la guérison n'est pas linéaire. Au cours des mois suivants, nous commençâmes par poser les bases de notre amitié. Raphaël ne demandait jamais plus que ce que je pouvais donner, respectant mes limites tout en restant présent. Pour notre 5e rendez-vous, il prépara le dîner chez lui plutôt que de m'emmener dans un restaurant bondé qui pourrait causer mon anxiété. Quand la peur surgissait, il savait exactement comment m'aider à la traverser. Pour la première fois depuis Lucien, je commençais à croire que la confiance pouvait être restaurée. 1 an après mon arrivée à Chicago, je me reconnaissais à peine. Ma promotion au poste de directrice marketing senior s'accompagna d'un bureau d'angle avec vue sur la rivière. Mon cercle d'amis s'était agrandi au-delà de Marisol pour inclure plusieurs confidentes proches. Et le plus étrange, j'étais profondément tombée amoureuse de Raphaël. Contrairement à la cour flamboyante de Lucien, l'amour de Raphaël se révélait dans des gestes constants et attentionnés. Il se souvenait de petits détails comme ma préférence pour le lait d'avoine dans mon café et les podcasts True Crime que j'écoutais. Il honorait mon indépendance tout en offrant un soutien inébranlable. Surtout, il ne me comparait jamais aux autres ni n'essayait de me changer. Je rencontrai la sœur de Raphaël, Gisèle, lors de sa visite de Portland. Nous nous liâmes rapidement, échangeant nos numéros et créant notre propre connexion indépendante de Raphaël. Elle me raconta des histoires de leur enfance à Seattle, peignant le portrait du jeune homme qui était devenu celui dont je tombais amoureuse. Mon contact avec mes parents resta à distance. J'appelais maman chaque semaine, changeant habilement de sujet quand Valéria était mentionnée. Père se joignait parfois à ces conversations, sa voix bourrue s'adoucissant quand il me disait combien il était fier de mes nouveaux débuts. Je rentrais 2 fois cette année-là, programmant mes visites quand Valéria et Lucien seraient absents. Mère me donnait parfois des nouvelles d'eux. Leur mariage semblait parfait sur les réseaux sociaux avec Valéria publiant des photos de vacances luxueuses et de galas caritatifs. Mère dit qu'ils avaient acheté une grande propriété sur Beacon Hill et entreprenaient d'importantes rénovations. Valéria demande parfois de tes nouvelles. Que lui dis-tu ? Demandai-je en remuant la sauce sur le feu. Que tu vas bien, que tu construis une nouvelle vie. Exprime-t-elle parfois des regrets ? Mère soupira à sa manière. Elle se tait quand ton nom est évoqué. Ma thérapie continua à Chicago avec ma nouvelle thérapeute m'aidant à traiter la trahison et à établir des schémas relationnels sains. J'appris à identifier mes déclencheurs et à communiquer efficacement. Les cauchemars impliquant Lucien et Valéria s'estompèrent progressivement. En juin, Raphaël me surprit avec une escapade de week-end dans la région viticole du Michigan. Nous séjournâmes dans un charmant bed and breakfast entouré de vignobles. Nous passâmes les après-midi à déguster du vin et les soirées à regarder le coucher de soleil sur le lac Michigan. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entièrement présente et heureuse, libérée du poids de la trahison passée. Raphaël s'arrêta sous une tonnelle couverte de roses grimpantes lors de notre dernière soirée au jardin botanique de Chicago où nous nous promenions parmi les floraisons d'été précoce. Élise, dit-il en prenant mes 2 mains dans les siennes, cette dernière année passée à te connaître a été le plus beau cadeau de ma vie. Quand il s'agenouilla et sortit une boîte à bagues de sa poche. Une brève panique me traversa. Des images de la demande de Lucien menaçaient d'éclipser ce moment. Mais en regardant dans les yeux de Raphaël, je ne vis que sincérité et affection. Je ne te demande pas de réponse aujourd'hui, continua-t-il, sentant mon incertitude. Je veux juste que tu saches que quand tu seras prête, que ce soit demain ou l'année prochaine, je serai là. Mes yeux s'emplirent de larmes, mais pas de peur ou de douleur. Oui, murmurai-je, je suis prête maintenant. La bague ne ressemblait en rien au diamant extravagant que Lucien m'avait donné. Un simple émeraude avec de petits diamants de chaque côté, délicat et subtil, comme notre amour. Cette nuit-là, j'appelai mes parents pour leur annoncer la nouvelle. Mère pleura de joie. Il semble merveilleux. Ma chérie, quand pouvons-nous le rencontrer ? Bientôt, assurai-je. Très bientôt. Nous planifiâmes un petit mariage pour 30 invités dans un lieu historique de Chicago. À la demande de maman, j'envoyai une invitation à Valéria, plus comme un geste de guérison qu'avec l'attente d'une présence. Sa réponse par email fut rapide et sèche. Félicitations pour les fiançailles. Malheureusement, Lucien et moi avons d'autres engagements ce jour-là. Meilleurs vœux pour l'avenir. Mère fut déçue mais pas surprise. Donne-lui du temps, Élise. C'est un progrès par rapport à où vous en étiez. Le jour de notre mariage arriva. Intime et joyeux avec mes parents. Mes nouveaux amis et la famille de Raphaël présents. Père me conduisit à l'hôtel, murmurant, je ne t'ai pas vue aussi heureuse depuis des années. Ma grande. Les vœux de Raphaël reflétaient notre parcours. Élise, je promets de me souvenir que l'amour est à la fois fort et fragile. Nécessitant soin et engagement chaque jour. Je promets d'être digne de la confiance que tu m'as donnée, sachant à quel point ce cadeau est précieux et difficile. Nous établîmes notre vie ensemble à Chicago, achetant une maison de ville et la rénovant ensemble. Ma carrière progressa, menant finalement à un poste de vice-présidente.
L'entreprise d'investissement de Raphaël s'agrandit, se concentrant sur les startups technologiques dirigées par des femmes. Lors d'un dîner avec des associés, j'appris quelque chose qui reliait le passé et le présent. Un capital risqueur mentionna avoir travaillé avec Lucien des années auparavant. Beaumont, oui, lui et Moreau avaient une rivalité sérieuse dans l'investissement Ange il y a 7 ans. Moreau a soutenu la bonne start-up. Beaumont a soutenu le concurrent. Le choix de Moreau a été acquis pour des millions. Beaumont a fait faillite. Plus tard ce soir-là, je demandais à Raphaël à propos de leur relation. J'allais te le dire éventuellement. Confessa-t-il, je savais qui tu étais quand nous nous sommes rencontrés à cette conférence. Pas les détails de ce qui s'était passé, mais que tu avais été fiancé à Beaumont. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je voulais que tu me connaisses pour moi. Pas comme quelqu'un lié à ton passé. Je n'étais pas en colère. D'une certaine façon, la symétrie cosmique semblait appropriée. 2 ans dans notre mariage. Nous commençâmes à essayer d'avoir un bébé. Des mois passèrent sans succès, entraînant des spécialistes de la fertilité et des conversations inconfortables. Raphaël fut mon soutien à travers les déceptions et les procédures médicales, m'étreignant à travers les larmes et me rappelant que la famille pouvait prendre différentes formes. Puis vint la tragique nouvelle du diagnostic de cancer de maman. Raphaël et moi volâmes immédiatement à Boston, rencontrant les médecins et guidant mes parents à travers les options de traitement. Mère fit bonne figure, mais son cancer était grave et s'était propagé. Je pris un congé du travail pour m'occuper d'elle, retournant temporairement dans la maison de mon enfance. Raphaël volait chaque week-end pour me soutenir ainsi que mon père de plus en plus fragile. Mère et moi eûmes de nombreuses conversations significatives sur la vie, l'amour et la famille durant ces dernières semaines. Un soir, tandis que j'ajustais ses oreillers, elle mentionna Valéria. « Je souhaite que vous, les filles, puissiez trouver la paix l'une avec l'autre, » murmura-t-elle, la voix faible mais déterminée. La vie est trop courte pour une telle distance entre sœurs. Je sais, maman, dis-je en retenant mes larmes. Promets-moi que tu essaieras. Élise, pas pour elle, mais pour toi-même et peut-être un peu pour ta vieille mère. Je promis, incertaine si je pourrais tenir, mais désireuse de lui apporter la paix. Mère partit paisiblement 3 jours plus tard avec Raphaël. Père et moi à son chevet. J'appelai immédiatement Valéria, notre première connexion directe en des années. Maman est partie, dis-je quand elle répondit. Son inspiration rapide fut le seul son pendant de longues secondes. J'y serai dans 1 heure, dit-elle enfin, la voix brisée. Nous arrivâmes à la maison de nos parents et échangeâmes de brefs hugs maladroits avant de nous concentrer sur Père et les arrangements funéraires. Le vrai test viendrait pendant les funérailles, où des années de douleur et de haine entreraient en collision avec une nouvelle tristesse et le dernier désir de maman. Le matin de l'enterrement de maman était sombre et pluvieux. Approprié pour l'occasion solennelle, je me tenais devant le miroir dans ma chambre d'enfance, ajustant ma robe noire et me demandant comment je traverserais la journée. Raphaël se tenait derrière moi, élégant dans son costume sombre, et plaça doucement ses mains sur mes épaules. « Je suis juste à tes côtés aujourd'hui, » murmura-t-il en croisant mon regard dans le reflet. Quoi qu'il arrive en bas. Père était assis à la table de la cuisine, fixant son café intact. La semaine précédente l'avait vidé et sa haute silhouette était courbée par le désespoir. À 72 ans, il semblait avoir vieilli d'une décennie depuis le diagnostic de maman. « Prêt, papa » murmurai-je doucement en tapotant son épaule. Il hocha la tête et se leva lentement. Il disait toujours, les funérailles ne sont pas pour les morts. Elles sont pour les vivants. Je n'ai jamais compris cela jusqu'à maintenant. Quand nous arrivâmes, la maison funéraire était déjà remplie de familles élargies et d'amis. Je restais près de Père, saluant tout le monde avec des sourires forcés et acceptant les condoléances de personnes que je connaissais à peine. Tu ressembles tellement à ta mère à ton âge, murmura ma grand-tante Cheryl en caressant ma joue. Elle serait fière de la femme que tu es devenue. Comment vas-tu, ma chérie? Demanda l'amie de maman, Julia. On m'a dit que tu avais déménagé. Chicago, c'était ça? Oui, presque 5 ans maintenant, dis-je, sans mentionner la trahison de ma sœur comme raison du déménagement. Alors que je conduisais Père à sa place au premier rang, Raphaël à son côté opposé. Un murmure parcourut la foule. Je me tournai pour voir Valéria et Lucien entrer, faisant tourner les têtes et propageant les rumeurs. Valéria portait une élégante robe noire qui mettait en valeur sa silhouette fine avec des boucles d'oreilles en diamant reflétant la lumière. Lucien paraissait mal à l'aise dans son costume bien coupé, son bras autour de la taille de ma sœur en signe de soutien. Sa main gauche était placée ostensiblement sur son sac, rendant impossible d'ignorer l'énorme bague de fiançailles et l'alliance. Père se raidit à côté de moi. Ravière, respire, dis-je, inquiète pour son cœur. Ils avancèrent, s'arrêtant pour discuter avec d'autres participants. Je gardais mon regard fixé sur l'immense portrait de maman exposé à côté de son cercueil fermé. Son sourire chaleureux calmant un peu mes nerfs. Ils atteignirent finalement l'avant. Valéria étreignit Père qui le lui rendit avec raideur. Lucien lui serra la main et reçut seulement un bref hochement de tête en retour. « Élise, » dit Valéria en se tournant vers moi avec une expression que je ne pus déchiffrer. « Cela fait longtemps. » « Oui, » dis-je simplement, ne me faisant pas confiance pour en dire plus. Lucien hocha la tête hésitant.
Désolé pour ta perte. Raphaël s'était éloigné pour parler au directeur des funérailles, me laissant seul avec eux. Valéria saisit l'occasion. J'ai besoin de te parler en privé, expliqua-t-elle en désignant une pièce latérale. Contre mon meilleur jugement, je la suivis, espérant éviter une scène à l'enterrement de maman. Le petit espace ne contenait que quelques chaises et une boîte de mouchoirs, clairement destinée aux endeuillés ayant besoin de moments privés. Valéria ferma la porte derrière nous. De près, je remarquais de petites rides autour de ses yeux que son maquillage coûteux ne pouvait cacher. Tu sembles mince, dit-elle en scrutant mon apparence. Le chagrin fait ça, répondis-je simplement. Elle tripota sa bague et la tourna autour de son doigt. Lucien et moi avons acheté une maison d'été à Cap COD le mois dernier. 8 chambres, accès à une plage privée. Nous envisageons de fonder une famille bientôt. L'entreprise de Lucien vient d'acquérir 2 start-up et nous rénovons le 3e étage pour une nurserie. Félicitations, murmurai-je, la voix dénuée d'émotion. Y a-t-il quelque chose de spécifique que tu voulais discuter concernant les arrangements funéraires ? Son sourire devint dur. Je pensais juste que tu voudrais savoir à quel point nous allons bien. Pauvre toi, encore seul à 38 ans. J'ai eu l'homme, l'argent et la demeure. La douleur familière surgit rapidement puis disparut. Il y a 6 ans. Ces paroles m'auraient écrasé. Aujourd'hui, elle semblait triste et désolée. Je souris sincèrement. As-tu rencontré mon mari ? J'ouvris la porte pour trouver Raphaël debout à proximité. Viens rencontrer ma sœur. Alors que Raphaël entrait dans la pièce, Lucien arriva derrière lui, apparemment ayant observé notre discussion. Quand les 2 hommes établirent un contact visuel, le visage de Lucien devint pâle. Moreau, murmura-t-il, sa confiance s'évaporant. Beaumont, répondit Raphaël d'un ton professionnel mais froid. Cela fait quoi, 7 ans ? Pas depuis que Macintosh a acquis Initech au lieu de ton client Compervet. N'est-ce pas ? Lucien avala visiblement. Vous êtes mariés, 2 merveilleuses années maintenant, répondis-je en glissant ma main dans celle de Raphaël. Raphaël Moreau, dit doucement Valéria, comme dans Moreau Investments. Le même, répondit Raphaël. Élise et moi nous sommes rencontrés lors d'une conférence technologique à San Francisco. Lucien tenta de reprendre contenance. Moreau, nous devrions nous rattraper un jour. J'avais l'intention de te contacter pour des collaborations potentielles. Mon emploi du temps est assez chargé, dit Raphaël poliment mais fermement. Mais tu peux contacter mon bureau si tu le souhaites. Le directeur des funérailles apparut et nous informa que le service allait commencer. Alors que nous retournions dans la salle principale, les rumeurs nous suivirent. La connexion entre Raphaël et Lucien était bien connue dans les cercles d'affaires. Nous avions à peine pris nos places quand Père saisit sa poitrine, le visage tordu de douleur. Papa, criai-je tandis que Raphaël appelait immédiatement à l'aide. Nous déplaçâmes Père dans une pièce privée et les funérailles furent temporairement reportées. Un médecin parmi les participants l'examina et dit que la cause était probablement le stress plutôt qu'une nouvelle crise cardiaque. Valéria nous suivit avec une inquiétude sincère sur le visage. Est-il d'accord ? Devons-nous appeler une ambulance ? Sa voix tremblait légèrement. Le médecin dit qu'il est stable, dis-je, surprise par sa sincérité, juste submergée. Pendant 20 minutes, nous restâmes là dans un silence maladroit, liés seulement par notre inquiétude pour notre père. Quand il insista pour continuer le service, nous retournâmes dans la salle principale. La brève crise entraînant une trêve inattendue. Les funérailles furent à la fois belles et tragiques. Je prononçai un éloge funèbre qui soulignait la gentillesse, le courage et l'amour inébranlable de maman pour sa famille. Quand Valéria se leva pour parler après moi, elle hésita après seulement quelques phrases, les yeux emplis de larmes. Sans réfléchir, je m'avançai à ses côtés et posai ma main sur son dos. C'est d'accord, dis-je doucement, prends ton temps. Elle se composa et termina son hommage à notre mère avec des anecdotes de notre enfance qui firent couler des larmes et provoquèrent de doux rires dans l'assistance. Alors que nous mettions maman en terre au cimetière, une pluie douce tombait. Je remarquai Lucien se tenant à l'écart du groupe, vérifiant constamment sa montre. Valéria resta aux côtés de Père, son arrogance précédente remplacée par une angoisse sincère. La réception à la maison de mes parents fut remplie de gens apportant des casseroles et partageant des souvenirs. Lucien but considérablement et son malaise était évident alors que de nombreux associés d'affaires engageaient Raphaël dans des conversations animées. J'entendis des fragments sur l'échec de l'entreprise de Lucien avec des acquisitions récentes et me demandai si l'arrogance de Valéria masquait des problèmes financiers. Tout au long de la journée, je maintins la dignité que maman aurait attendue, me concentrant sur le soutien à Père et l'honneur de sa mémoire plutôt que de m'attarder sur les anciennes cicatrices. Alors que les visiteurs commençaient à partir, je remarquai Valéria m'observant de l'autre côté de la pièce, son regard indéchiffrable mais apparemment plus doux qu'avant. Le jour suivant les funérailles, Raphaël avait une importante réunion du conseil à Chicago. « Es-tu sûr que ça ira si je pars ?» demanda-t-il en préparant son sac de nuit. « Je peux reporter. Papa a besoin d'aide pour trier les affaires de maman. » Expliquai-je. « Je devrais rester quelques jours de plus. Je vais bien. » Après avoir déposé Raphaël à l'aéroport,
Je retournai à la maison de mes parents pour trouver père assis dans le jardin de maman avec un album photo ouvert sur ses genoux. Elle étiquetait tout, expliqua-t-il en me montrant l'écriture nette de maman sous chaque photo. Elle disait, un jour nous apprécierons savoir qui est qui. Cet après-midi-là, je commençais la tâche désagréable de trier la garde-robe de maman. Chaque robe évoquait des souvenirs. La bleue de ma remise de diplôme universitaire. L'imprimé fleuri qu'elle portait au brunch du dimanche et l'élégante grise qu'elle avait choisie pour ma fête de fiançailles. Je me surpris à lui parler pendant que je travaillais, lui racontant ma vie à Chicago, mon travail et mon bonheur avec Raphaël. Dans le tiroir de sa table de nuit, je trouvais un journal relié en cuir souple. Maman avait tenu un journal pendant les 10 dernières années. Beaucoup d'entrées s'adressaient à ses filles. Son désir de notre réunification et sa douleur concernant le schisme entre nous. La dernière entrée, datée seulement 2 semaines avant sa mort, disait « Mon plus grand regret est de partir avec mes filles encore éloignées. J'ai toujours tout arrangé, mais je n'ai pas pu arranger cela. Je prie pour qu'elles trouvent leur chemin l'une vers l'autre d'une manière ou d'une autre. » J'essuyais mes larmes quand la sonnette retentit. Valéria se tenait seule sur le porche quand je regardais par la fenêtre avant. Aucune trace de la voiture de Lucien dans l'allée. Père était parti dîner chez son frère, me laissant seule avec ma sœur. J'ouvris la porte, incertaine de ce à quoi m'attendre. « Salut », dit-elle simplement. « Je peux entrer ?» Dans la cuisine, je préparais du café tandis que Valéria s'asseyait silencieusement à la table. Elle semblait différente sans Lucien à ses côtés. Plus petite, moins fausse. « Où est Lucien ?» demandai-je enfin en posant une tasse devant elle. « À la maison, il ne sait pas que je suis ici. » Elle enveloppa ses mains autour de la tasse mais ne but pas. Le silence s'étira entre nous. Des années de mots non dits créant une barrière tangible. « Je suis désolée pour hier. » dit-elle enfin. Ce que j'ai dit dans cette pièce à la maison funéraire. C'était cruel et complètement inapproprié. Je hochai la tête, reconnaissant ses excuses mais ne les acceptant pas immédiatement. J'ai vu le journal de maman. Ajouta-t-elle. Papa me l'a montré hier soir. Son dernier souhait était que nous nous réconcilions. Je l'ai trouvé aussi, dis-je, mais la réconciliation nécessite plus que la proximité. Valéria, elle nécessite de l'honnêteté. Elle leva les yeux, des larmes dans les siens. Tu veux de l'honnêteté ? Voici l'honnêteté. Je suis malheureuse. Élise, je l'ai été presque depuis le début. Le barrage se rompit et les mots coulèrent entre les sanglots. Lucien avait changé rapidement après leur mariage, devenant dominateur et critique. Son entreprise échouait depuis des années et chaque nouvelle acquisition était une tentative de sauver un navire en train de couler. Les demeures, les voitures et les vacances étaient toutes financées par une dette croissante. Leur mariage était une façade soigneusement construite pour les connexions professionnelles et le statut social. Il surveille mes dépenses, vérifie mon téléphone, questionne chacun de mes mouvements. Me dit-elle, le Lucien que tu connaissais n'existe plus. Peut-être n'a-t-il jamais existé. Pourquoi restes-tu ? Demandai-je. Honte, répondit-elle promptement. Comment pourrais-je admettre ce que j'ai fait à toi ? Détruit notre famille pour quelque chose qui s'est avéré être un mirage. Et puis il y a le contrat prénuptial. Je pars sans rien. Je poussai le journal de maman sur la table. Lis le reste de ses entrées. Valéria versa davantage de larmes en lisant. Elle finit par lever les yeux. Le visage brut d'émotion. Elle savait, elle voyait à travers tout. Maman l'a toujours fait. Je suis d'accord, Valéria murmura. Je me suis haïe pendant des années. Chaque fois que maman parlait de toi, elle soulignait joyeusement tes accomplissements. Je ressentais les conséquences de ce que j'avais fait. Élise, j'ai l'intention de le quitter. J'ai consulté un avocat en privé. Mes émotions étaient un mélange de sentiments de justice et d'une tendresse inattendue. La sœur qui m'avait causé tant de douleur affrontait des conséquences que je ne souhaiterais à personne. Je n'attends pas le pardon, continua-t-elle. Je ne le mérite pas. Mais je devais te dire la vérité avant de faire exploser ma vie à nouveau. Nous passâmes les heures suivantes ensemble à trier les possessions de maman. Partageant des souvenirs tristes et aimants. Valéria se rappela maman nous apprenant à faire des cookies et comment elle ne mélangeait jamais les lots car je préférais les pépites de chocolat et Valéria les cookies au sucre. Valéria remarqua en riant à travers les larmes. Tu te souviens comment elle laissait des notes dans nos boîtes à déjeuner ? Des messages différents chaque jour. Je hochai la tête. Elle n'en répétait jamais un. Nous ne guérîmes pas rapidement. Les blessures étaient trop profondes pour une fermeture immédiate. Mais quand le crépuscule tomba, quelque chose changea entre nous. L'amour de maman formant un pont délicat sur des années de douleur. Que vas-tu faire ? Demandai-je alors que Valéria se préparait à partir. Déposer une demande de divorce quand mon avocat dira que le moment est bon. Louer un petit appartement. Recommencer. Elle se tenait à la porte. Et toi, vas-tu retourner à Chicago ? Oui, ma vie est là maintenant avec Raphaël. Tu sembles heureuse, dit-elle plutôt que de poser une question. Je suis vraiment heureuse, j'en suis contente, ajouta-t-elle. L'une de nous devrait l'être. Nous échangeâmes de rapides hugs maladroits avant qu'elle ne parte. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. De retour à Chicago, je m'installai dans la vie avec Raphaël dans notre maison de ville et une carrière épanouissante. 6 mois après le décès de ma mère, j'appris que j'étais enceinte.
Après des années d'essai, la joie de maman fut teintée de regret, sachant qu'elle ne rencontrerait pas son petit enfant. Mais je sentais sa présence dans les moments paisibles. Valéria et moi maintînmes un contact prudent par appel téléphonique. Elle avait déposé une demande de divorce et déménagé dans un modeste appartement, travaillant dans une petite agence de marketing. Les ragots et la censure qu'elle rencontrait dans les cercles sociaux de Boston étaient difficiles. Mais elle semblait déterminée à reconstruire de manière authentique. Le chemin qui m'a mené ici n'est pas celui que j'aurais choisi. Perdre Lucien semblait la fin de mon monde. Mais c'était en réalité le début d'un bien meilleur. Avec Raphaël, je découvris non seulement l'amour, mais aussi le partenariat, le respect et un soutien infaillible. Son succès n'écrasait jamais le mien. Au contraire, il le complétait et nous grandîmes plus forts ensemble. Maman avait raison en disant que le pardon est pour nous-mêmes plutôt que pour les autres. Le poids de la colère et de l'amertume s'était progressivement levé, me permettant de voir mon passé clairement et mon avenir avec optimisme. Bien que les blessures persistent, elles ne me définissaient plus. Alors que j'étais assise dans notre nurserie, Raphaël peignant les murs d'un vert apaisant, je réfléchissais aux choses que j'enseignerais éventuellement à notre enfant. Comment la perte peut mener à la découverte? Comment les fins créent de l'espace pour de nouveaux commencements? Comment nos expériences les plus difficiles nous mènent souvent à notre véritable chemin? Ma vie était devenue plus riche et plus authentique que je n'aurais pu le rêver durant ces jours sombres il y a 6 ans. Non pas à cause de la trahison, mais parce qu'elle m'avait forcé à reconstruire avec plus de sagesse et de but. Thank you for listening to today's story. Don't forget to like, share, and subscribe to support the channel. See you in the next story.